Et voilà, c'est parti. Eh bien, bonjour en tout cas. Peut-être la première chose que vous pouvez faire, c'est vous présenter parce que je crois que les apiculteurs belges ne vous connaissent pas très bien. Alors, je suis Sébastien Bonjour, apiculteur installé à mon compte depuis 2004. J'ai commencé l'apiculture en tant qu'employé, donc j'ai été très longtemps employé. J'ai commencé en 93. Donc j'ai travaillé dans des exploitations, on va dire, de grosses exploitations. Il y avait à l'époque, quand les gens embauchaient, ben, c'était des grosses exploitations. Donc j'ai fait mes armes là-dedans. Et après, j'ai géré à partir de 2008 un petit consortium d'apiculteurs et on a eu régulièrement entre 2500 et 3000 ruches. Donc, j'ai travaillé sur des gros volumes pendant pas mal d'années. Euh, donc, voilà, ça fait maintenant pas mal d'années que je travaille sur des gros volumes de ruches. Et Et au là, début, oui, actuellement, j'ai beaucoup baissé en nombre. Voilà. J'ai plus que 1000 ruches, quoi. Voilà. 1000 ruches. Vous ne travaillez pas seul alors à 1000 ruches. Non, 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 mais j'ai une structure, j'ai des employés, voilà quoi. Ok. Voilà, Et bien sûr, votre non. entreprise, c'est Dardar, hein, c'est ça? À l'entreprise, c'est Dardar, oui. Alors, j'avais une entreprise qui s'appelait BZZ avant, qui était une communauté de moyens, c'est-à-dire que c'était une entreprise plutôt commerciale qui réunissait plein de pôles d'apiculteurs. Et puis là, Dardar, c'est vraiment une société agricole. C'était Dardar, c'était un problème fiscal d'urgence. Voilà. La France est très très forte là-dedans, donc voilà. J'ai été obligé de créer une société un peu en urgence et voilà le terme. Ok, ben aujourd'hui donc on va plutôt focaliser, voir un peu par rapport à cette problématique du changement climatique. Quelles sont les pistes principales? Je crois que vous êtes éleveur naturellement, mais qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur directement? Est-ce que vous avez un point qui vous touche Peut-être plus particulièrement? peut-être commencer par quelle est votre perception du changement climatique à votre Ah oui. niveau, au niveau de votre entreprise, votre pratique apicole au quotidien? Ah, ben, je sens nettement les rendements moindres. Euh, ouais, pendant toutes les années, moi je me suis installé en 2004, donc j'ai commencé vraiment à avoir des ruches à partir des années 2000. On va dire que pour nous, la période 2000-2010, 2000, c'était une période où toutes les années on faisait de l'acacia. Il y avait l'acacia gelée pas, ce qui n'était pas le cas de la période des années 90-2000. Donc on a eu une période assez faste d'apiculture où en plus les prix du miel ont monté. Donc c'était vraiment la bonne période pour s'installer. Ce qui du coup a généré en France en tout cas pas mal de vocations aussi parce que finalement, moi quand je suis rentré dans l'apiculture, mon patron, il avait vendu sa voiture pour faire la saison, quoi. Le miel, dans les années 95, ça valait rien. C'était pas payé. Et donc, on a eu une belle période. Et puis, ben, depuis ces derniers temps, il y a un changement climatique. Alors, moi, bon, tous les focus climat, etc., je ne suis pas très branché là-dessus. Je constate simplement que de toute manière, il y a toujours eu des variations. C'est comme ça. L'acacia, il peut geler toutes les années, puis on peut en faire. Il y a des périodes de sécheresse. Beaucoup me disaient en Provence, souvent, ben, les lavandes étaient sèches cette année. Ben, je leur disais, il faut aller en Bretagne. Parce que, en fait, nous, on a quand même la particularité d'un climat sec. Alors, il y a des années où il est moins sec, ça nous arrange. Mais traditionnellement, c'est normal qu'il soit sec. Donc, on a quand même peut-être un peu l'avantage d'être habitué à s'affronter à ça, quoi. Et ma constatation, c'est que il faut du coup une abeille qui sache s'adapter à ça. Et les bonnes années, effectivement, vous arrivez avec n'importe quel type d'abeille, ça marche. Les années très compliquées ou très sèches sur la vente, ben, il faut des abeilles, à mon avis, qui prennent du nectar plus épais, je ne sais pas exactement les fondements, mais on s'aperçoit bien qu'il y a des abeilles qui font les mauvaises années. Et moi, ma spécialité, ça n'a jamais été d'être bon les bonnes années et d'être bon les mauvaises. Alors, ce qui tombe bien, parce qu'en ce moment, il y a plus de mauvaises années. Mais ça dépend, c'est des choix stratégiques, quoi. Voilà.
Voilà. Donc, vous avez réussi à avoir des stratégies de compensation pour les mauvaises années, si j'ai bien compris. Ce n'est pas des stratégies de compensation, c'est-à-dire que en fait, dans l'apiculture, on a un truc fabuleux, c'est qu'on nous apprend à greffer, donc c'est-à-dire à mettre le même taureau sur toutes les mêmes vaches. Et moi, je ne suis jamais parti là-dessus parce que j'ai toujours fait une apiculture, en tout cas 30 ou 40% de mon cheptel a toujours été fait de manière massale. C'est-à-dire que je sélectionne les ruches, je note les ruches toutes les années, elles produisent 1 an, elles produisent 2 ans, et au bout de 2 ans, tout ce qui est 20% au-dessus de la moyenne, je garde. Et je garde ces ruches-là. Avec, il ne faut pas qu'elles aient fait une année un chiffre très négatif, je marque des pourcentages de production sur les ruches. Parce que je suis arrivé à la conclusion que le pourcentage était quelque chose de lisible pour tout le monde. En travaillant avec une grosse entreprise, c'était plus facile. Donc, à la fin d'année, je fais la moyenne du rucher et je marque le nombre de cadres récoltés en hausse. Et en fonction de ça, si le moyenne du rucher était de 10 cadres, la ruche qui a fait 10 cadres, elle a marqué 0%. La ruche qui a fait 12 cadres, elle a marqué 20% de plus. Celle qui a fait 8, elle a marqué moins 20. Je tire sur Excel, c'est très simple. Et je m'oblige à le marquer en fin d'année. Ce qui fait une donnée assez pragmatique pour juger les ruches, parce que le nombre de cadres d'une ruche, on ne se rappelle plus dans quelle ruche elle était, etc. Je fais ça sur 2 ans pour avoir quand même une longueur de vie. Je ne veux pas sélectionner des ruches qui ne tiennent pas en longueur. Je suis contre le renouvellement systématique. Et au bout de 2 ans, je regarde. Une année, elle a fait plus 10, une année, elle a fait plus 50. Hop, je la mets de côté. Si elle a fait même moins 10% et plus 50, ça peut aller. Parce qu'elle était dans la moyenne. Mais une ruche qui n'a rien fait une année et une qui a fait énormément une autre année, elle n'est pas sélectionnée du tout. Et je ramène ces ruches dans des ruchers qui sont consacrés à ça, et petit à petit, je les réalimente. Et les ruches, tant qu'elles ne meurent pas, même si elles remergent, je les garde. Je les garde dans ces ruchers, et ça me sert à tirer mes essaims. Donc, je suis arrivé à une apiculture complètement massale, mais elle a l'avantage de s'adapter en direct à la saison. Donc, je suis en direct sans réflexion intellectuelle, sans sélection, parce que ce qui est très compliqué. Donc, je vois les ruches qui ont fait du miel en fonction de ma pratique. Parce que moi qui ai l'habitude qui ai travaillé beaucoup, moi, mon père a énormément travaillé, il y avait les chèvres. Quand vous sélectionnez une chèvre pour son lait, si vous donnez de l'aliment à la crèche, vous sélectionnez la chèvre qui mange beaucoup d'aliments. Mais si vous arrêtez d'en donner, vous sélectionnez la chèvre qui mange beaucoup d'herbes au champ. Et en fait, on est passé dans une agriculture très, très rapide où on n'a plus les moyens de sélection. Et en fait, ces sélections sont souvent long terme. Mais il faut accepter de moins produire un moment pour avoir une sélection. Ou en tout cas, sur une partie de son cheptel, pour moi, c'est faisable. C'est-à-dire que c'est une analyse simple. Parce que les apiculteurs s'obsèdent à reproduire la meilleure ruche qui produit en miel, mais la meilleure ruche, c'est sûrement pas la plus rustique, c'est sûrement pas la plus facile à gérer. Celle qui produit juste 20% au-dessus de la moyenne, c'est une ruche qui vous embête jamais. Et c'est ces ruches-là qui m'intéressent. Mais dans la vision de la perfection, on a tendance à reproduire, tous les apiculteurs greffent sur les meilleures ruches. Et c'est là qu'on en arrive à des problématiques. Et sachant qu'en plus, comme je vis avec une virologue, a priori, de greffer, etc., selon la souche ou selon le starter dans lequel on fait, les virus des ailes déformées, les virus, etc., quand je multiplie une ruche en division massale, je multiplie le clone aussi viral. Parce que est-ce que c'est des problèmes génétiques ou des problèmes viraux ou des problèmes que je ne comprends pas? Une méthode suffisamment simple pour être sûr d'être dans une apiculture qui me paraît ce que veut le consommateur aujourd'hui, quoi. De façon très pratique, quand vous parlez de vous en tirez vos essaims, etc., vous y prenez comment? Vous faites des divisions? Vous faites Je cherche la reine et puis après, c'est des ruches qui sont consacrées à faire les essaims. Donc, vous tirez des cadres et vous constituez des essaims. Voilà. Et l'élevage se fait de façon naturelle alors dans les nucléaires qui sont Ça fait pas mal d'années que je ne greffe plus. Ok, donc tout se fait de façon très, très naturelle. Voilà. Mais
j'ai travaillé ça longtemps, c'est-à-dire que ça fait des années que je fais ça. Donc, depuis 4-5 ans, je ne greffe plus, mais j'ai toujours fait du massal et du greffage avant. C'est-à-dire que je gardais les ruches qui avaient fait plus 30%. Moi, j'estimais qu'elles étaient bonnes et que je voyais, comme c'était marqué sur le toit de ma ruche, quand je faisais un essaim dedans, je ne voyais pas l'intérêt d'aller introduire une cellule. Donc, les ruches qui étaient suffisamment bonnes, je n'introduisais pas de cellules dans leurs essaims. Ok. Mais ce qui m'a débloqué un peu tout ça, c'est quand même la manière de noter. C'est-à-dire que le jour où je me suis obligé à noter les pourcentages, c'était clair et ça m'a du coup facilité le tri. Ça veut dire que là, je suis capable de tirer des... Je pense que j'ai des rennes, tout moins j'ai des ruches où je tire les essaims qui sont en ruche depuis 2006, 2007, 2008. Donc, parce que quand on voit le nombre de problèmes rencontrés par les apiculteurs sur la durée de vie de leurs rennes, chez vous, à première vue, c'est normal, ils greffent sur les meilleurs. Ils mettent le même taureau sur toute l'Europe. C'est le problème. On n'explique pas la génétique, on n'explique pas la manière pratique de pratiquer une partie sensible de la génétique, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas la diversité génétique. Donc on leur a appris la performance, mais on ne leur a pas appris la diversité. Attendez, parce que j'ai un problème d'enregistrement. Agnès, tu m'as pas dit ça. Si, ça marche. Ok, alors ça va. C'est parce que je ne voyais plus. Ok, désolé, on peut y aller. C'est une question de culture. J'ai la chance d'avoir une culture où mon père avait fait le premier BTS élevage en France, il a élevé des lapins, il a élevé des cailles, il a élevé des chèvres. Je suis né dans l'élevage. Mon père, ses meilleures chèvres, il ne mettait pas forcément le bouc d'insémination parce qu'il estimait que son bouc était meilleur. Donc, j'ai une culture de diversité génétique. Et surtout sur les mammifères, la consanguinité est beaucoup plus grave. Donc, en fait, j'essaye de garder un large panel. Et puis, tant que ma ruche, elle remère, même les rennes, elles meurent dans ce pôle d'essaim que j'appelle ça naturel dans mon exploitation. Aujourd'hui, j'ai 200 ruches qui sont comme ça. Mais dans ces ruches-là, 2006, 2007, 2008, oui, on trouve des ruches de cet âge-là. Elles ont reméré toujours au bon moment. Je les garde. Même si ce n'est pas les plus productives, c'est des ruches qui ne meurent pas, quoi. Elles savent changer leur reine au bon moment. Il y a plein de critères. Qu'est-ce qu'on veut sélectionner? Et pour moi, ce qu'on veut sélectionner, c'est la pratique. C'est-à-dire qu'en fait, on va sélectionner toujours notre pratique. Je vous disais, si on met de l'aliment, avec n'importe quelle méthode de sélection, on va sélectionner la chèvre qui mange bien l'aliment. Si on ne met pas d'aliment, on va sélectionner la chèvre qui va bien au champ. Qu'est-ce qu'on veut sélectionner dans nos ruches? Et si on veut sélectionner une reine qui vit 2 ans, ben, on attend qu'elle ait produit 2 ans. Parce que la longueur de vie des reines, elle est aussi parce qu'on ne sélectionne pas la longueur de vie. On sélectionne bien ce qu'on veut, donc on sélectionne notre pratique. Pour moi, de manière simple, je sélectionne ma pratique. C'est assez révolutionnaire, entre guillemets, pour le milieu apicole aujourd'hui, en tout cas. Mais c'est assez génial. Mais c'est très simple. Mais par contre, il faut apprendre, et c'est plus une question de culture, parce que je pense que quand on est apiculteur, on apprend à lever des os, à bouger des ruches, on n'apprend pas forcément la génétique, et en plus, la génétique, vue d'un insecte, c'est encore plus complexe qu'un mammifère. Alors, moi, je me dis que j'essaye de caler une pratique que je veux éthique. Et au niveau... Oui, vas-y, Agnès. Le mot éthique était, justement, je rebondis là-dessus parce que c'est intéressant. On l'entend assez peu finalement dans la doxa, enfin dans le discours général apicole. Comment est-ce que vous qualifiez la pratique apicole éthique? Je ne tue jamais de reine. Pourquoi la tuer? C'est où, voilà, donc il y a un moment, vous ne pouvez pas changer toutes vos reines et tuer au bout d'un an. Il y a des gens, ils sont en train de même changer les reines 2 fois par an. Est-ce que vous pensez qu'une vache qui dure 3 ans en moyenne ou 2,8 années en France, c'est normal dans l'élevage de lait? C'est pas normal. Donc on en arrive à tous les excès de l'agriculture intensive. Le consommateur ne veut pas ça. Puis même, moi, je veux pouvoir me regarder dans la glace. Donc après, c'est la pratique de chacun. Mais
mais pour pratiquer, aussi, il faut aussi avoir les techniques et les moyens. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a expliqué, c'est possible. Mais si on ne vous a pas expliqué, au CFPPA ou aux écoles d'apiculture, on apprend que greffer, c'est le summum et qu'il faut tout greffer. Moi, je pense qu'effectivement, on peut gérer une exploitation en greffant 70% pour essayer de travailler la génétique, mais 30% qu'on ne greffe pas, ça ne me paraît pas risqué sur des exploitations. Et de garder une diversité génétique. Je ne suis pas ou pour le vaccin ou contre le vaccin. Il y a plein de solutions. Mais il faut les apprendre, ces solutions. Ça veut dire qu'une partie du cheptel, vous continuez quand même à faire des greffages ou à de l'introduction de matériel? Plus maintenant. Plus maintenant. Mais parce que ça fait 15 ans que je pratique comme ça. Mm-hmm. Et ce matériel génétique, surtout tout ce qui est important, c'est tenter, je le trie. En fin d'année, ou début d'année, d'après, toutes les ruches qui ont eu 2 ans, qui ont produit donc dans mon cheptel, on va dire, il y a 5 catégories de ruches. Il y a les essaims de l'année, il y a les ruches de 1 an, les reines de l'année d'avant, les reines de 2 ans, et après, j'ai 2 catégories de vieilles ruches. J'ai les vieilles qui sont mauvaises et les vieilles qui sont bonnes. Voilà. Et à la fin des 2 ans, donc ce n'est pas tous mes ruchers, mais la fin de l'année des 2 ans, je trie ces ruchers-là. Et elles partent dans les 2 lots, soit les vieilles mauvaises, soit les vieilles bonnes. Et les vieilles bonnes, donc j'ai 3 ruchers, 4 ruchers que je divise par des petits ruchers de 30 ruches au printemps. Et quand je fais les essaims dans un rucher, je vais les mettre dans l'autre rucher. Donc en plus, je n'ai pas de mauvaises ruches dans mes ruchers de fécondation. Je garde une diversité de manière simple. Ça m'oblige à juste trier des ruches et bouger les ruches. Mais ce n'est pas sur tout le cheptel, c'est vraiment les ruches qui ont produit 2 ans. Au bout de 2 ans, je regarde les pourcentages, je dis elle est dans les naturelles ou elle est dans les vieilles. Et après, j'ai ces ruchers de naturels, je divise dans le rucher A, j'emmène les ruches dans le rucher B se faire féconder. Et en même temps, je retravaille, en même temps, je contrôle les vieilles et les essaims, c'est-à-dire que j'ai des vieilles reines, des bonnes vieilles reines et des essaims dans le même rucher. Donc, mon travail est assez simple. Et les vieilles mauvaises, qu'est-ce que vous en faites? Les vieilles mauvaises, ça fait toujours une quantité d'abeilles pour produire. C'est-à-dire qu'elles essaiment, mais elles peuvent faire de la pollinisation, elles peuvent faire… voilà. J'ai une vision du nombre. C'est-à-dire que j'ai quand même une vision extensive du nombre de ruches. Il y a beaucoup de choix au niveau économique. Combien de kilos de miel nous avons besoin pour vivre? Après, est-ce qu'on veut des ruches à 50 kilos ou est-ce qu'on en veut à 25? Voilà. Mais ces ruches, finalement, produisent quand même. Et je n'ai pas une vision intensive. Donc, le nombre me satisfait. Et sur les années, souvent, sur la vente, c'est le nombre qui nous sauve à cause du climat sec. Donc, et que ce soit une vieille ou une reine d'un an, finalement, ce n'est pas forcément les mauvaises années, il n'y a pas vraiment de différence de production. Et au bout d'un moment, sinon, c'est celle-là que je vends aussi. Je vends ces vieilles reines. Tous les apiculteurs sont les vieux, quand j'ai trop de nombre, je vends ces vieilles que j'ai mal sélectionnées, que j'estime qui ne sont pas très bonnes. Et les apiculteurs sont ravis parce que moi, je le dis, donc je ne les vends pas très cher. C'est transparent. Et du coup, souvent, ils me disent « Ah, mais celle-ci, quand même, il y a quand même des bons trucs génétiques. » Parce que ça peut être simplement parce que j'ai écrasé la reine une année et voilà, quoi. Donc, du coup, elle n'était pas dans les critères parce qu'il y a quand même beaucoup de facteurs humains dans notre critère de sélection. C'est évident. Voilà. Il me semble que l'aspect environnemental, donc rucher, etc., environnement du rucher, doit sûrement être aussi assez important pour vous, je suppose. Non? Parce que vous devez avoir un paquet de ruchers. Non, pas du tout. Tout se passe de façon… Non, mais c'est-à-dire que oui et non, mais je suis dans une région où je suis en Provence, mais je suis, moi, situé au sud d'Avignon, dans les Alpilles, et j'ai énormément d'arboriculture.
Donc, j'avoue que les ruches qui résistent, c'est aussi les ruches qui résistent. Donc, je ne suis pas dans un milieu très, très facile quand même au niveau agriculture. Non, parce que quel est le pourcentage de mortalité alors dans votre cheptel? Parce que d'habitude, dans ces zones-là, on annonce 30% de mortalité. Ouais, alors les 30% de mortalité, je vais en profiter pour réagir. J'entends ça chaque année. Et 30% de mortalité, c'est un peu la normalité. Parce que quand on vit 3 ans, on a 30%. Si on vit 5 ans, on a 20%. Enfin, les apiculteurs disent on a 30% de mortalité. Une vache qui vit 15 ans ou une vache qui vit 10 ans, voilà, on en a moins. Mais en apiculture, ça me paraît cohérent d'avoir 30% de mortalité. Si on a des rennes qui vivent 3 ans, comme ils sélectionnent des rennes qui vivent de moins en moins longtemps, effectivement, ils ont de plus en plus de pourcentage de mortalité. C'est cohérent. Mais sur une population qui vit 100 ans, ben oui, vous avez 1% de mortalité. Parce que moi, j'entends toujours ces chiffres de pourcentage dans l'apiculture, mais oui, si on vit 100 ans, on a 1%. Si on vit 3 ans, on a 33%, c'est pas illogique en tant que reine. Et dans votre cheptel, donc vous avez quelque chose qui est beaucoup plus faible, alors si c'est comme ça. 20, enfin... C'est-à-dire que moi, j'analyserai que ça fait des années que je fais de la statistique et tout ça. Sur les rennes d'un an, ben, souvent on tourne entre 5 et 7%. En général, les pertes hivernales sont de moins de 10%. Les pertes hivernales sont de moins de 10%. Ça m'est eu arrivé une année de monter à 12, une année, mais ça peut être des carences ou des problèmes climatiques. Ou voilà. J'ai eu monté aussi un peu en pourcentage les années où d'un seul coup, problème de fécondation et je ne laisse pas les mâles assez longtemps. C'est pour ça que je suis arrivé à des systèmes comme ça. Je m'étais aperçu que, en fait, de faire des essaims, si on n'a pas vraiment la densité de mâles, donc je densifie énormément en mâles. Je mets des cadres à mâles de partout dans mes vieilles rennes. Donc, je densifie énormément en mâles et j'ai augmenté, j'ai l'impression, la durée de vie des rennes. Parce que je pense que c'est un vrai problème. Les apiculteurs professionnels font féconder sans essaim. Ce n'est pas sur des petits ruchers. Et la densité de mâles peut jouer quand même. Et donc là, vous partez sur des ruchers d'une trentaine de colonies. Vous avez dit au printemps, vous les splittez en oui, 30. Et puis généralement, je mets 60 ou 80 essaims avec. Mais c'est-à-dire que j'ai une ruche souche qui féconde 2 ou 3 essaims. Oui, donc ça, c'est très raisonnable. Surtout si vous mettez un cadre à mâle. C'est un cadre complet que vous mettez. Je ne le mets pas sur toutes les ruches, mais je fais attention de mettre des cadres à mâle au printemps, oui. Celles qui sont prêtes au bon moment, quoi. Je veux dire, après, je mets pas mal de cadres à jambage, etc. Donc, si elles veulent bâtir du mâle, oui. Elles font le mâle. Mais je pense que le mâle est sous-estimé. En tout cas, dans ces trucs-là. Donc, et après, des pertes de saison, je veux dire que j'ai encore une 10 ou quinzaine de pourcents, 10%. Donc, ça veut dire que si on a 10% de pertes l'hiver et 10% de pertes en saison, moi, la cohérence de 20%, je l'ai sur mon exploitation, quoi. Parce qu'il y a les pertes de saison. Oui. Voilà. Par rapport à l'essaimage maintenant classique, vous faites quelque chose ou... Non. Donc, ça essaime. Elle ne produit pas de miel, elle n'est pas sélectionnée. Alors, tout le monde me dit comment tu fais. Ben, je dis oui, mais ça fait des années que vous faites autrement. Donc, effectivement, la première année, si tu laisses tout essaimer, s'il n'y a que 3 ruches, mais ça dépend de la vision de la pratique. Quand ça fait des années qu'on fait comme ça m'arrive d'avoir des ruchers qui essaiment. Les ruches ne sont pas sélectionnées. Mais par contre, si on détruit les cellules toutes les années, effectivement, on sélectionne de la ruche qui essaime. Après, ils arrivent même à sélectionner des veaux tellement gros qu'il faut un vétérinaire pour faire accoucher les vaches. On peut tout sélectionner, savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Donc, et le problème, c'est qu'en fait, on ne se pose pas tellement la question. Tout le monde se pose la question que de la production. C'est parce que c'est un manque de connaissances, en fait. Et puis un manque de connaissances techniques pour comment faire du massal aussi, je pense. Et comment trier ces ruches. Parce que ce n'est pas diffusé, en fait. Les écoles d'apiculture apprennent à greffer et on pense qu'on est le meilleur des apiculteurs quand on sait greffer. Moi, j'ai appris aussi comme ça. Hein. C'est vrai que pour la sélection massale, je ne connais pas de cours et même c'est pratiquement banni dans certaines écoles. Oui,
Mais je veux dire, ça dépend. Je discutais encore avec un agriculteur qui travaille les terres de chez mes parents. C'est un peu, mon père était son mentor et on en reparlait. Et là, il me parlait des chèvres à 12 000 litres. Alors, ça ne dit peut-être pas grand-chose aux apiculteurs, mais ça veut dire que c'est une chèvre qui est capable de produire 1000 litres par an pendant 12 ans ou 13 ans. Et en fait, lui, il a joué sur la longueur aussi, ce qui est très rare dans l'agriculture. En fait, on joue sur le peu de durée. Et sur les vaches, vous pouvez choisir votre taureau. Sur les chèvres, ce n'est pas possible. On vous donne des doses et vous êtes obligé d'avoir une diversité génétique. Et le problème du greffage, c'est que de greffer de 2, 3, même 5 géniteurs sur une exploitation, ce n'est pas beaucoup. C'est pas assez comme diversité génétique. Donc, en fait, une fois que vous êtes enfermé par le greffage parce que vous avez acheté de la Buckfast de je sais où, entre autres du Danemark, parce que du Danemark, elles viennent même dans le sud de la France, et puis que vous avez tout greffé, vous avez perdu votre diversité, comment vous la retrouvez? Et vous êtes condamné à ces méthodes. En fait, vous vous condamnez vous-même quand vous n'avez plus de diversité. Et trouver de la diversité, c'est très compliqué, en fait. Ça prend surtout du temps. Ça prend du temps, mais c'est-à-dire que c'est pour ça que si on fait 30% de masse sale toutes les années, on peut sélectionner des ruches qui sont adaptées. Voilà. Mais surtout, chaque fois qu'on va sélectionner, même par ma méthode, on sélectionne nos pratiques. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. Si on a l'habitude de mettre du sirop, on sélectionne des ruches qui consomment du sirop. Si on a l'habitude de ne pas nourrir, ben, il y a 10% qui produisent moins, mais elles n'ont pas été nourries. On va trouver des ruches qui ne consomment pas de sirop. On va sélectionner notre pratique. C'est surtout ça qui est important. Et au niveau de varroa, la lutte contre varroa, est-ce que vous pratiquez aussi la sélection massale? Non, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, c'est trop risqué. Il faut vraiment beaucoup mesurer ça. J'avoue que là, je suis passé en bio, mais pendant des années, je ne connais que la mitrase. Je n'ai fait que ça, je n'ai mis que de la pivard, donc je ne connais que la mitrase. J'ai jamais surtraité, j'ai même plutôt sous-traité, c'est-à-dire que je mettais qu'une lanière parce que en sortant des lavandes, on n'a pas de couvain. Donc effectivement, j'ai peut-être sélectionné indirectement celle qui a beaucoup de varroa, elle ne fait pas faire de miel. Et voilà. Après, je ne prends pas trop de risques. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse. J'avoue que ça m'intéresse. Je n'ai pas le temps. J'aimerais bien mesurer le varroa phorétique et savoir ce que je ne peux pas traiter et augmenter ma capacité de sélection. Mais c'est très chronophage. Okay. Dès que la quantité de miel ou si on n'a pas nourri, bon, ben voilà, moi, s'il y a 5% des ruches à nourrir qui souffrent de faim, je vous avoue, je les nourris. Et généralement, c'est les grosses ruches qui souffrent. Donc, vous arrivez à avoir des ruches moins productives, mais plus homogènes. On sélectionne sa pratique. Hein. Agnès, oui. Mais, oui, on a beaucoup parlé de génétique. Je pense qu'on comprend plus ou moins votre philosophie. Mais ce n'est pas votre seule particularité. Vous avez aussi travaillé pour améliorer vos pratiques apicoles comment dire, avec d'autres techniques d'innovation, j'allais dire. Alors, pour revenir un peu à mon parcours, bon, je suis fils d'éleveur, mais j'ai fait très longtemps le menuisier. Et je suis menuisier de métier, c'est les seuls diplômes que j'ai. Et entre autres, j'ai fait de la construction au ossature-bois. Donc, ça facilite aussi. Donc, j'ai un parcours un peu particulier, mais qui m'a beaucoup aidé en apiculture, en fait. Donc, et la dernière année, quand j'ai fait mon stage pour devenir constructeur de maison ossature-bois, je n'ai jamais trouvé de travail dedans, dans le sud de la France. Et c'est là que je suis rentré dans l'apiculture. Donc, voilà, j'ai appris l'ossature-bois et après, je suis rentré dans l'apiculture. Et ce qui m'a intéressé, c'est que ces maisons ossature-bois, elles avaient des capacités d'isolation et nous, on nous parlait de maisons déjà à l'époque thermiques basses. Et moi, je me suis posé la question toute simple, je me suis dit, le couvain est à 35 degrés. Et quand il fait 0 dehors, ça fait 35 degrés d'écart. Mais ça fait comme si nous, il fait moins 15. Ça, intellectuellement, ça change la vision. Parce que, voilà.
Tous les travaux de Marc Guillemin, j'ai trouvé ça très, très intéressant parce que je pense que c'est lui qui a un peu levé le problème de cette isolation des ruches. Donc, on sait que le miel isole énormément. Et moi, Marc Guillemin travaille sur la réflexion. J'étais pas tout... La réflexion avec ces partitions isolantes, là, je comprenais le système de la réflexion, mais au niveau thermique, au niveau des parois, je suis assez d'accord. La réflexion, effectivement, pourquoi pas, puisqu'il y a le point de choc des abeilles. Par contre, au niveau de la toiture, ça ne me paraît pas cohérent, parce que en fait, la réflexion est liée à un point de chauffage. Mais par contre, au niveau toiture, il faut, à mon avis, de l'isolation. Donc, j'ai essayé d'isoler les ruches de manière très poussée. J'ai eu beaucoup de problèmes. Et j'ai eu... donc, on a des ruches au printemps. Les ruches qui ont produit le mieux encore cette année chez moi, c'est les ruches que j'ai isolées. Donc, je vous dis, voilà, une année où on a un mois de mai, un mois de juin, ce qui est de plus en plus courant, très froid. Ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Mais j'ai eu aussi des problèmes parce qu'en fait, j'avais des ruches trop isolées. Et je suis arrivé à avoir des abeilles dépressives dedans. C'est mon sentiment. Où elles font un couvain, elles mettent un cadre de miel, elles remettent un couvain. Plus de cohésion de grappe tellement qu'on est isolé. J'avais jamais vu ça. Et puis, je ne sais pas, quand on ouvre la ruche, il y a une espèce de... Ouais, dépressive, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas de... Voilà. Alors, à mon avis, c'est une question simple, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une stimulation minimum, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de chauffer. Elles ont besoin de chauffer, mais il ne faut pas qu'elles surchauffent. C'est-à-dire que si on leur laissait toujours 15 degrés d'écart, ça serait l'optimum. C'est-à-dire qu'elles aient une isolation. Mais le problème, c'est que la température, on ne la contrôle pas. Donc, il faudrait presque une isolation variable pour ne pas avoir ces problèmes-là. Alors, j'explique ça par un effet, mais c'est un peu comme chez l'homme, un effet de trois choses. C'est-à-dire que le muscle, c'est celui qui génère les hormones, et les hormones, c'est ce qui génère l'état d'esprit, c'est-à-dire la dépression ou pas. C'est-à-dire que vous ne faites pas de sport, vous avez votre système hormonal qui, je l'explique, je ne suis pas scientifique, hein, mais qui ne fonctionne pas, et du coup, ben, vous n'avez pas d'hormones, et puis vous êtes dépressif. Alors, tant que vous restez dans le canapé, vous n'en sortez pas. Et l'abeille, j'ai l'impression que ça fait un peu pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même que leur muscle principal qui chauffe, qui vole, c'est le muscle ailaire. Il faut quand même qu'ils travaillent un minimum. Et toute l'idée, c'est qu'elles travaillent, mais qu'elles ne surchauffent pas, et surtout que les butineuses n'aient pas à chauffer le corps de la ruche. Parce qu'on sait très bien que quand les butineuses sont obligées de chauffer le corps de la ruche, c'est-à-dire qu'il y a des nuits très froides avec des miellées, c'est là qu'on a l'essaimage. Parce qu'en fait, il y a une désorganisation dans la ruche. Il y a une cohésion. Et moi, j'ai fait des miellées de romarin où vous êtes très froid, et les mêmes endroits où vous n'êtes pas froid, il n'y avait pas d'essaimage. C'est-à-dire que les abeilles, les butineuses ont envie de sortir, mais elles n'ont pas le droit de sortir parce qu'elles sont obligées de chauffer le couvain parce que c'est primordial. Donc, en fait, il ne faut pas que les butineuses aient à chauffer le couvain. Et donc, il faut un bon équilibre thermique à ce niveau-là. Et vous, comment gérez-vous ça alors? C'est pas évident, hein, d'une colonie à l'autre. J'ai trouvé une solution, c'est-à-dire que j'utilise des partitions isolées de type Marc Guillemin, hein, parce que je trouve que c'est intéressant comme système. Et j'avais isolé tout le tour des ruches et j'ai fabriqué ce que j'appelle un coussin, c'est-à-dire que j'ai mis un moment à trouver parce que j'avais isolé le bloc de la ruche complet. Et en fait, j'utilise maintenant ces petites feuilles transparentes qu'ils appellent top clair là, pour mettre sur la grappe, plutôt que d'avoir un couvre-cadre, un petit film de plastique transparent. Et au-dessus, j'y mets un isolant en polystyrène. Et après, au-dessus, le nourrisseur. Et le toit, voilà. Mais ça veut dire que là, dans ces cas-là, j'ai
deux faces isolées et le dessus de la ruche. Ça veut dire que j'ai quand même un contact au froid. C'est comme si ma maison était mal isolée, mais je perds quand même, j'isole mieux ma maison, mais j'ai quand même contact avec le froid. C'est-à-dire que ça, au niveau de l'abeille, elles sont quand même obligées de chauffer, mais moins. Et j'ai trouvé le bon compromis, parce que si on isole tout, par contre, j'ai vu que ça ne marchait pas. Il faut quand même une paroi froide pour qu'elles sentent le froid, et surtout l'été en Provence, voilà. Oui, parce que là, on parle de saison, hein, on parle des abeilles en saison, on ne parle pas de l'hivernage. Hein. Là où j'ai vu que j'avais vraiment un problème, moi, c'est l'été. Hein. Ouais. C'est l'été. Mes ruches isolées ne redémarraient pas la pente en redescendant des lavandes. Il fait chaud, très chaud, nous, en Provence. Et en fait, les nuits froides, c'est ça qui refroidissait le corps de la ruche et qui amenait une masse thermique un peu fraîche. Dans les maisons au Saturbois, on passe de masse thermique. Et il faut une masse thermique un peu fraîche. La nuit, ça redescend en température et ça permet que… parce qu'elles ne pondent pas, elles ne savent pas refroidir. Elles savent chauffer, elles ne savent pas refroidir. Voilà ma conclusion. Mais ça leur demande beaucoup plus d'énergie, en tout cas. Elles ne peuvent pas refroidir la nuit. Elles pondront pas vos ruches. Elles ne savent pas refroidir. Elles savent un peu ventiler la journée, mais en fait, si le corps de la ruche est trop chaud, en fait, elles vont couper la ponte. D'où l'estivage. Ouais, c'est une forme. Oui. Donc, parce on attribue toujours ça au problème de rentrée de pollen, mais à première vue, c'est aussi un problème thermique, quoi. Et pour ça, moi, ça fait des années que je travaillais avec des ruches avec une entrée haute. Et j'ai toujours travaillé avec une entrée haute. Et quand j'ai isolé les ruches, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé l'entrée haute parce que je me suis dit, tous les apiculteurs travaillent avec que des entrées basses. Pour isoler, c'est plus simple. Si tu veux faire des essais, supprime cette entrée haute parce que ça me compliquait techniquement. Et en fait, c'est là que j'ai vu qu'en 2018, toutes mes ruches qui n'étaient pas isolées avaient repris la ponte au 15 août, mais c'était des très belles ruches. J'avais de très belles ruches à l'automne, début septembre, sauf les ruches isolées. Parce que, en fait, la nuit, si vous voulez refroidir votre maison, vous ouvrez le Velux. Et ça fait un refroidissement naturel. Ça refroidit le miel, ça refroidit tout dans la ruche. Si vous gardez qu'une porte en bas, ce n'est pas possible. L'air chaud, il ne peut pas sortir. Et en fait, l'entrée haute de la ruche est primordiale pour la chaleur. Donc, vous avez deux entrées. Tout le temps. Et en fait, elle circule par l'entrée haute. Ah ouais. Mais ça fait ça, ça fait 30 ans que je bosse avec ça, comme ça, hein, tout moins. Oui, pas 30 ans, mais depuis 97, mon patron déjà travaillait avec des entrées hautes. Donc oui, j'ai toujours travaillé avec des entrées hautes. Donc, il a double entrée, bas et haut. Oui. Et s'il y a une entrée à fermer, c'est celle du bas, jamais celle du haut. Elle circule, 95% des ruches circulent par l'entrée haute. C'est ce que font les Canadiens, je pense. Enfin, ouais, ils les font rentrer par en haut, mais moi j'ai une entrée haute vraiment au milieu de la ruche. Elle circule par mon entrée haute. Et ça veut dire que quand je fais les essais en ruche, il n'y a que l'entrée haute, parce que les reines, et même j'ai moins de problèmes de ruches bourdonneuses grâce aux entrées hautes. Parce que je pense que c'est plus facile de revenir au niveau du vol, d'arriver à une hauteur fixe que d'essayer d'atterrir en bas pour une abeille. Ah oui. Et les vieilles ruches troncs avec que des entrées hautes. À oublier. Ouais, intéressant. Mais toutes les ruches Lyens en Espagne, c'est entrée haute. Hein. Bien sûr, et à cause de la chaleur. Et du coup, je me suis amusé à faire des expériences, des expériences toutes simples. Hein. J'ai pris un corps de ruche en hiver, j'ai mis une bougie dedans et j'ai fait une entrée basse. Alors, j'avais lu une étude canadienne où il disait que la surface de l'entrée, il mettait 1 cm de haut par 4 cm de large. Et il faisait des essais avec une entrée haute, une entrée basse. Il y avait 4 essais, c'est Anne qui m'avait lu ça. Et donc, j'ai essayé en mettant une entrée en bas. En fermant, en scotchant la ruche avec un truc transparent au-dessus, hop, ça s'éteint immédiatement, la bougie que vous mettez au milieu de la ruche. Mettez une entrée haute. Ça met un peu plus longtemps, mais ça perdure quand même plus longtemps, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement d'oxygène, etc., naturel, même pour l'hiver. Et par contre, si vous mettez les deux, la bougie, elle ne s'éteint jamais. Ouais, ouais. Donc, à mon avis, il vaut mieux 2 petites entrées, une haute et une basse, au niveau oxygène en plus. Et moi, le couvain, au printemps, il est toujours devant l'entrée.
il n'est pas ailleurs, il n'y a pas besoin de le chercher dans la ruche, il est devant l'entrée parce que le couvain a besoin d'énormément d'oxygène. On sous-estime ça. Donc, ça veut dire que si on oxygène mal les ruches, on sélectionne aussi des ruches qui ont besoin de moins d'oxygène. C'est pareil, le milieu. Hein, donc, il faut se poser beaucoup de questions, en fait. Et oui, ça arrive à des dérives. Effectivement, il y a des abeilles qui arrivent à pondre sans pollen. Mais après, du coup, on commence à mettre des compléments alimentaires parce que, du coup, elles sont capables de pondre sans protéines. Et puis après, ben oui, voilà, on va sélectionner ce qu'il y a. Si on ne leur donne pas les moyens d'avoir, voilà. Et pareil sur la forme de la ruche et le volume de ruche et tout ça. Et là, qu'est-ce que vous avez expérimenté? Sur les volumes? Oui, la forme, le volume, le type. Moi, je suis en dadans. Je pense que c'est pas une bonne ruche. C'est pas une bonne ruche. Je serais plutôt partant pour une ruche divisible. D'Adam a copié sur Langstroth à l'époque, j'ai lu plein de livres, etc. Et il a fait surtout une erreur grave et que personne ne remet en cause, c'est-à-dire que en fait, Langstroth était parti sur un écartement de 35 mm de large entre les cadres, et d'Adam a décidé de 38 mm parce que les abeilles allaient monter plus facilement en hausse. Alors, j'ai trouvé dans les écrits, etc., qu'il y a un chercheur italien dans les années 70 qui a prouvé que ces 3 mm, ça faisait consommer 25% de plus de chauffage des ruches. Parce qu'il faudrait réétudier. Et personne n'étudie la ruche parce qu'aujourd'hui, ben, entre guillemets, on a des chercheurs qui sont des très bons chercheurs, mais quand ils sont spécialistes de l'ARN, ils cherchent sur l'ARN. On n'a pas de spécialistes de menuisier ou de technicien de la ruche. On ne retravaille plus ce volume de ruche, cette technique de ruche, parce que bon, on n'a pas recruté les compétences, et puis c'est quelque chose qu'on estime validé, mais je pense que ce n'est pas validé du tout pour moi. Et de mettre une hausse sur une ruche, c'est en plus très compliqué au niveau zone de froid, au niveau, c'est un truc qui n'est pas très logique. Naturellement, un essaim, il descend. J'ai plutôt une vision de la ruche varée, hein, où ils mettent le corps au-dessous. Ça me paraîtrait plus logique. Et tant qu'on n'a pas une certaine taille, voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de trucs à travailler sur la ruche. Je n'ai pas le modèle idéal pour l'instant, mais j'y réfléchis. J'y réfléchis parce que poser une hausse sur une ruche d'Adam, il suffit qu'il y ait un coup de froid et c'est très compliqué. Si vous la posez trop tard, ça pose des problèmes. Si vous la posez trop tôt, et c'est une difficulté pour l'apiculteur, je trouve énorme. Et puis après, vous ne l'enlevez pas. Donc, il y a une problématique sur cette ruche. C'est plus facile pour l'apiculteur de récolter le miel au-dessus. Ce n'est pas forcément plus facile pour l'abeille. De toute façon, le miel sera toujours au-dessus, mais ce sera pour... C'est vrai que sur une badant, c'est impensable. Mais la ruche divisible, avec une Langstroth, tout le monde qui ont des Langstroth, ils posent un corps au-dessus parce qu'ils n'ont pas les bons systèmes mécaniques. Moi, je suis un logisticien, mais il vaudrait mieux poser le corps au-dessous. C'est logique. Et puis, vous abîmez pas la colonie, vous isolez le toit, et puis voilà. Mais c'est des problèmes de logistique à trouver des solutions pratiques apicoles, où on n'a pas réfléchi, mais si on y réfléchit, on va trouver des solutions. Là, ça demande une mécanisation automatique, alors obligatoire. Ouais, mais maintenant, c'est facile, la mécanisation. On a l'électrique, on est quand même dans des moments où la mécanisation est facile. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, il y a même des exosquelettes, il y a plein de trucs. Donc, je veux dire, c'est plus vraiment une problématique, ça, aujourd'hui. Il suffit de trouver des solutions, quoi. Mais je serais plus partant sur une ruche qui puisse se développer vers le bas, ou en tout cas, la ruche d'Adam a beaucoup d'inconvénients pour moi. Oui, c'est vrai que les divisibles, c'était les ruches, plutôt les ruches ici. Avant, il y avait beaucoup de divisibles en Belgique, mais c'est vrai que c'est d'Adam qui a pratiquement remplacé tout, et avec les difficultés que ça présente. Et puis les fabricants ont même transformé, je me suis amusé à regarder, les ruches Warno qui étaient carrées, ils les ont rendues un peu rectangles parce qu'ils sont partis sur ce 43 cm, là, handicadre, parce que ça les arrange au niveau bande d'écartement. Mais essayez de trouver une bande d'écartement à 35 mm. En fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez du cadre Hoffman.
Mais une bande d'écartement, ça n'existe pas, ou ça n'existe plus en tout cas. Et Hoffman, hein, de toute façon, quand on travaille aussi serré, pour visiter, il vaut mieux travailler en Hoffman. Alors, ça paraît évident. Sans quoi, c'est beaucoup plus difficile. J'ai jamais travaillé en Hoffman. Ah, ça, c'est beaucoup plus agréable. Oui, mais c'est historique parce que j'ai travaillé avec des gens qui avaient des ruches d'Adam et toutes les exploitations qui m'ont embauché, en fait, j'ai jamais eu l'occasion de travailler avec des ruches Hoffman. Quelquefois comme ça, mais de travailler vraiment sur longtemps, sur une saison, non, j'ai jamais eu l'occasion parce que les gens qui m'avaient embauché étaient en Dadan, donc je suis resté en Dadan. C'est pas un choix. Oui, c'est une... Mais c'est pareil pour la génétique. Tout le problème, c'est est-ce qu'on fait des choix? Mais on peut quand même se poser un certain nombre de questions. On voit de plus en plus d'apiculteurs terrain qui se posent des questions et qui revoient leur mode opératoire quand même aujourd'hui. Plus qu'avant, à mon avis, non? Oui. Mais en plus, ils revoient leur mode opératoire parce que sûrement que ces histoires de sélection posent beaucoup plus de problèmes parce qu'on a perdu de la rusticité. Donc, dans les ruches, ça va nous obliger à travailler là-dessus. Avec des abeilles plus rustiques, on avait peut-être un peu moins de problèmes dans ces ruches d'Adam. Oui, c'est possible qu'il y ait une corrélation entre milieux de toute manière, mais dans l'étable, c'est pareil. Hein. Si vous avez une mauvaise étable, si elle n'est pas ventilée comme il faut, ça ne marche pas. Il y a les mêmes problèmes dans tout l'élevage. Hein. C'est vrai que l'habitat est quand même essentiel. L'habitat et l'alimentation, ça c'est... Donc, ben oui, de toute manière, moi, ce qu'on m'a appris, justement, c'est que le premier truc qu'on gérait, c'était l'alimentation, l'habitat et après la génétique. Dans toute la recherche humaine là-dessus, la génétique, c'était la dernière finalement. Et là, aujourd'hui, c'est passé en premier rang. Et au niveau alimentation, on n'en a pas tellement parlé, vous ne faites rien de particulier là? Non, j'ai toujours nourri alors, au sucre du commerce. Je suis très mauvais là-dedans, comme très mauvais sur les maladies de l'abeille. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas grand-chose, non, mais je ne connais pas grand-chose dans tous ces trucs-là. Donc, j'ai subi un peu les sirops du commerce. Là, je suis sur du sucre, mais je nourris très, très peu. En fait, je suis arrivé avec l'isolation à nourrir très, très peu. Mon but, c'est de nourrir le moins possible. Et au niveau pollen, au niveau pollen et compléments, j'ai jamais rien mis, quoi. J'avais acheté des poudres, etc., pour essayer de les tester, puis j'ai jamais eu le temps. C'est peut-être pas plus mal si les colonies... Non, mais les Provitabil, les trucs qui sortaient à l'époque, il y avait aussi, j'avais eu un Roumain qui travaillait chez moi et ils ont une espèce de cocktail avec plein de plantes, etc., qui, je pense, l'apiculture roumaine a beaucoup cherché et avec des choses assez simples. J'ai jamais eu le temps de tester. Et puis là, je suis en bio, donc je veux dire, c'est très limité. Et puis j'ai l'abeille qui correspond, quoi. Et quand vous dites très peu, ça représente quoi? 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos, 20 plus ou moins, hein, c'est pour avoir l'ordre de grandeur. J'ai officiellement, et tout moins, pas officiellement, mais c'est mon nombre de ruches que je déclare que j'ai, donc à 5 ruches près, c'est près, j'ai 1100 ruches. Je pense que je n'ai pas consommé 5 tonnes de sucre cette année. Ah oui. Ouais, donc c'est peu. Voilà. Par rapport à la moyenne. Affine les chiffres, mais de tête comme ça, c'est voilà. J'ai hiverné 1100 ruches, 1129, je crois précisément, et voilà. Parce que là, tout est tracé de toute manière. Moi, j'ai une exploitation où tout a toujours été tracé. Je sais tout, quoi. Je note tout. Oui, c'est important. J'ai l'impression que vous êtes un apiculteur donc pragmatique avec donc une vision apicole très forte, mais en même temps vous avez ce besoin de penser un petit peu comme les abeilles pour essayer d'améliorer à la fois votre pratique, peut-être votre production, mais aussi leur bien-être.
Je me trompe ou complètement, ou c'est près de la réalité? Mon patron, quand on avait fait les trous dans les ruches en haut, il avait trouvé tout son cheptel avec des trous en haut, parce que souvent, il avait des vieilles ruches, et puis les abeilles rentraient par le côté, parce que la ruche, elle s'ouvrait, et elles préféraient pas rentrer par en bas. Alors, il me disait un truc très simple, il me disait, ben, les humains, ils ont des portes dans leur maison en bas, alors du coup, ils ont mis des portes dans les ruches en bas. Mais ils n'ont pas réfléchi qu'elles volaient, quoi. Alors nous, on ne s'est pas rentré par une porte en haut, mais voilà, donc je pense qu'il faut revenir à l'observation. Il faut revenir à l'observation et puis faire des petits essais, des petits essais empiriques, quoi, pour valider nos questions. Mais j'essaye de travailler. Oui, j'ai pas envie de travailler avec des gants. J'ai pas envie de travailler. Voilà, j'ai envie que ça soit harmonieux quand j'ouvre une ruche. Et l'isolation m'a amené énormément ça. C'est-à-dire qu'en fait, avec Anne, un matin, il y avait un grand Mistral, il devait faire 5 degrés. Je dis, viens, on va ouvrir les ruches. Elle me dit, mais il est complètement fou. Et on a été ouvrir les ruches, j'avais posé les hausses et tout ça. Et en fait, on ne s'est même pas fait sauter dessus parce que j'avais surisolé les ruches. Donc, en fait, le stress, quand les abeilles piquent, c'est qu'elles ont un stress. Et c'est à nous d'observer, mais si on ne nous le dit pas, ah, c'est parce qu'il ne fait pas beau aujourd'hui, ou c'est... Non, mais c'est parce qu'elles sont obligées de chauffer le couvain. Et tant qu'elles chauffent le couvain, qu'elles sont au maximum de leur possibilité de chauffage, elles sont très agressives. Et c'est-à-dire que vous les dérangez. Donc, c'est beaucoup d'observation. Donc oui, j'ai envie que ça soit harmonieux. Et je pense que quand tout est harmonieux, effectivement, le cumul de stress, mais même pour nous, c'est pareil, quoi. Quand on a un cumul de stress, mais qui soit à tout niveau, si on ne nous donne pas à manger comme il faut, si on nous stresse même psychologiquement, il y a un moment, ben, je me dis qu'il faut éviter le cumul de stress. Mmh. Et qu'est-ce qu'on met comme stress? Alors, il y a déjà le stress des insecticides, il y a déjà le stress de l'environnement. Elles ont déjà beaucoup de stress. Mais ce qui est quand même tout à fait, je veux dire, étonnant, parce que quand on voit la moyenne apicole, vous êtes dans cette région qui est vraiment pas une région facile, qui est pour le moment très perturbée sur le plan climatique, et on entend des gens qui disent, ben non, dans cette zone-là, pratiquement au printemps, il faut redéplacer, il faut remonter ses colonies dans le nord pour faire quelque chose, donc si on reste là, on n'a plus rien, puis on redescend éventuellement sur l'avant. Donc, et là, à vous écouter, tout tourne, tout tourne. Avec, au niveau sélection, ça va totalement à l'opposé de tout ce que les gens font, pratiquement, enfin, de ce que les gens prescrivent. Mais c'est assez génial, hein, et tout a l'air de bien se passer, quoi. Mais forcément que si vous mettez de la Holstein sur les plateaux d'Aubrac, etc., ça ne va pas marcher, quoi, je veux dire. Donc, à un moment, plus personne se pose la question de quelle abeille dans quel milieu. Plus personne se pose cette question-là. Donc, il y a un moment, il faut se poser la question. Avant, il y avait des races adaptées. Si la miel, elle démarrait tôt, si elle démarrait tard. Là, maintenant, toute l'Europe a la même abeille. Forcément qu'il y a des problèmes. Je veux dire, alors, c'est au Danemark qui envahit l'Europe d'un certain, je ne sais plus les noms, mais enfin, moi j'entends, je pose des questions aux copains apiculteurs. Ah, mais j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Ouais, dans le sud de la France, ça me paraît. Ou sinon, ça vient d'îles de je ne sais où, de Malte. Oui, alors que ça soit reproduit là-bas, oui, mais que ça soit testé et validé, ça me paraît compliqué quand même. Donc, il n'y a plus de logique. Et en fait, on est arrivé sur une apiculture qui, d'un seul coup, ne s'est pas aperçu. C'est comme quand on a enlevé les... Finalement, ben, on avait l'abeille locale, et puis même si on y ajoutait quelque chose au niveau génétique, on avait quand même ce patrimoine local qui restait, en tout cas une partie. Mais petit à petit, ça s'est dilué. Et c'est là que d'un seul coup, il y a des problèmes. Parce qu'au début, on ne le voit pas. Mais ça, c'est dans tout élevage, c'est comme ça. Au début, vous pouvez introduire 50% du gène, vous en avez encore 50%. La deuxième année, vous en introduisez 75%. Ah, ça marche encore. Et puis la troisième, on ne comprend plus pourquoi ça ne marche pas. Mais vous avez perdu tous vos gènes qui étaient adaptés au milieu. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire alors?
Qu'est-ce qu'on peut préconiser? Qu'est-ce qu'on peut... Ben, c'est pour ça que ça me paraît important quand même que les scientifiques interviennent là-dessus ou interviennent sur un programme de sélection raisonnable et simple au niveau des exploitations. Ça me paraît primordial, mais moi, c'est ce que j'ai appris parce que j'y suis né dedans. J'ai cette chance-là. Mais je ne l'aurais pas appris, j'aurais fait les mêmes erreurs que les copains. Quel conseil vous donneriez maintenant concrètement à des apiculteurs qui auraient envie de changer leur mode opératoire? Vous savez, si vous avez 20% d'un cheptel qui produit moins, 20% de races rustiques, dans tous les autres élevages, ils se sont revenus. Même si 20% de votre cheptel est rustique, vous n'allez pas perdre 20% de votre production. Vous allez perdre que 6 ou 7% ou 5%. Mhm. Mais vous avez quand même, vous êtes libre parce que vous avez ça. Quand vous ne l'avez plus, vous cherchez où la diversité génétique qui a mis des millions d'années à se faire? Quand vous avez cloné toutes les abeilles d'Europe, c'est tout l'enjeu environnemental, mais pas que dans l'apiculture. C'est une réflexion qu'on entend partout au niveau scientifique. Oui, ça paraît évident quand on, quand on vous écoute. Maintenant, ça va demander un... Mais il faut former les gens parce que la pensée scientifique, les gens qui connaissent les animaux et qui connaissent la reproduction, ça leur paraît évident, mais ces gens-là ne sont pas sur le terrain. Et entre les deux, il n'y a pas une pratique simple, une méthode simple. Je pense que c'est important de diffuser une méthode, dire sur 30% de votre cheptel, ça devrait presque être une règle de ne pas avoir le droit de tout greffer. Éthiquement, vis-à-vis en tout cas, je pense qu'on va avoir, en plus avec les médias modernes et tout ce qui se passe, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un scandale qui nous court dessus en apiculture, parce que ce n'est pas normal de changer ses reines toutes les années, ou c'est pas une pratique saine, c'est pas cohérent. Et là, Pas cohérent. Et on n'a pas envie de ça avec la tomate, on n'a pas envie de faire que la tomate pousse dans de la laine de verre. Mmh. On n'a pas envie d'en manger. Donc, je ne vois pas pourquoi on serait différents, nous. Là, ce sont les nouvelles notions de bien-être animal qui arrivent vraiment sur la table, même pour les abeilles. Donc, c'est une question très actuelle. Hein. Qu'est-ce qu'on peut accepter pour une abeille? Comment est-ce qu'on va pouvoir percevoir qu'elle est bien ou qu'elle n'est pas bien? Enfin, ici, vous donnez des pistes. Vous dites, ben, elle est très agressive, donc c'est qu'elle est, elle est quelque part En stress. en stress. Moi, je suis rentré dans l'apiculture il y a 25 ans. Il y avait quand même beaucoup d'élevages qui étaient en noir, il y avait encore beaucoup de potentiel. 25 ans plus tard, ça a presque disparu. Donc, on va être dans de la sauvegarde comme de la sauvegarde de certaines vaches ou de certains trucs. C'est maintenant qu'il faut agir. Parce que ça a beaucoup disparu et c'est normal, ça ne produisait pas assez. Les gens sont passés à des systèmes plus productifs. Mais entre les deux, il y avait une voie de conservation. Et ce n'est pas les conservatoires qui vont suffire. Il faut que chacun ait un peu un conservatoire à son échelle parce qu'il va être libre. Mais ça s'apprend. Pour moi, c'est une éducation, quoi. C'est une culture, en fait. Donc, si on parle maintenant un peu de futur, comment est-ce que vous voyez les, je sais pas, les 5, 10 prochaines années, peut-être à votre niveau et puis de façon plus générale? À mon niveau, moi, je commence à avoir fait le tour. J'ai fait ce que je voulais faire. Là, je suis en train de fabriquer une ruche qui me convient, donc je suis en train de sortir du système, même si ça ne se revendra pas ou je m'en fous de la valeur marchande, mais je suis en train de créer une ruche qui me convient. Et donc, j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai fait venir un bureau d'études thermiques et j'ai fait beaucoup d'essais avec le polystyrène parce que c'est le seul truc qui n'avait pas de point de rosée, etc., pour plein de problèmes techniques. De concevoir une ruche qui soit complètement en bois et complètement éthique, avec les bonnes épaisseurs et avec un truc qui marche, oui. Qui est un bon compromis et qui soit éthique. C'est mon travail, c'est là-dessus que je travaille. Pour que demain, pour moi, ma vision de l'agriculture en général, c'est quand même une question économique. Et plus on aura des cahiers des charges élevés et on pourra valoriser nos produits, on ne peut pas produire du miel au prix chinois. Donc, de toute manière, on aura toujours cette concurrence internationale. À nous de monter en gamme et d'avoir des cahiers des charges rigoureux. C'est contraignant, mais je ne vois pas d'autre issue. Mmh.
Je ne vois pas d'autre issue. Toutes les entreprises ont des procédés de normes ISO, machin. Nous c'est pareil. Si on veut valoriser nos produits, il faut qu'on essaye de produire des produits sains. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Dans quelle ruche, dans quelle… voilà. Moi, pendant longtemps, je continue à traiter mes ruches à la paraffine. Je ne m'étais jamais posé la question. J'ai appris ça, mais effectivement, c'est pas possible dans le monde de demain. Et je comprendrais que mon miel ne soit pas classé parce que peut-être qu'on peut trouver d'autres solutions. Donc, en fait, il y a beaucoup de trucs à travailler. C'est ce qui est passionnant. Il y a plein de choses à travailler, quoi. C'est bien, vous restez positif et vous amenez des solutions. Voilà, les partitions isolées, c'est bien, mais ce n'est pas la solution de mettre du plastique dans les ruches. Je pense qu'il faut trouver d'autres solutions. Mais d'avoir travaillé ça, c'est bien, mais il faut déjà être en avance là-dessus. Je pense que c'est possible que dans 10 ans, c'est encore autorisé en bio, etc., mais qu'on n'ait plus de plastique dans les ruches, ça me paraît cohérent. Des nourrisseurs plastiques, des machins, le plastique est en train d'envahir le monde de l'apiculture un peu tard, mais on est déjà dépassé de du plastique pour moi. Hein. Oui. Donc, je veux dire, voilà, à nous de trouver des solutions et puis d'avoir des cahiers des charges qui valorisent nos produits parce qu'on a produit, voilà. Le problème sur d'autres productions s'est posé. Hein. Pour l'instant, les agriculteurs n'ont pas assez marqué leurs produits. Mais si dans le lait, il était marqué de quelle race c'était, je suis sûr que ça changerait le prix du produit. Et parce qu'en fait, on n'a pas assez tracé, mais plus on trace, plus on valorise nos produits. Ah, miel issu d'abeilles noires ou d'abeilles locales ou d'abeilles… oui. Je pense que ça a une valorisation, mais ça fait partie de nos institutions, de tout le monde, de travailler là-dessus. Il faut qu'on valorise nos produits, mais pour ça, il faut qu'on ait des cahiers des charges rigoureux. Tout un programme là. En tout cas, je crois qu'on va clôturer ici, sur quoi ça va faire un peu long, mais il y a toute la partie questions-réponses. Et là, on se retrouve au moment même juste après votre conférence. Et donc, en tout cas, un grand merci. Je ne sais pas si Agnès, tu as quelque chose à dire? Non, je remercie aussi. Je trouve que moi, ce qui me frappe, c'est cet optimisme, cette envie d'améliorer les choses pour l'apiculture et pour l'abeille. Donc, ça, je trouve ça un pari très gagnant. Merci. Et en plus, présenter des résultats comme vous le présentez, c'est quelque chose pour moi, extrêmement positif et extrêmement intéressant. Oui. Donc, un grand merci en tout cas. Merci. Et on va passer aux questions-réponses. Merci.